Il y a quelques mois, j'ai publié sur YouTube une vidéo sur les matériaux et revêtements des poêles. Et j'en ai pris un extrait pour publier sur TikTok, uniquement la partie sur le téflon. Et mon analyse de la question, à mon sens, était plutôt mesurée. Je m'appuyais sur la science, j'essayais d'éviter le sensationnalisme, et ma conclusion en gros c'était non, le téflon seul va pas vous empoisonner. Le vrai problème, c'est pas tant le revêtement dans votre poêle, c'est les auxiliaires chimiques utilisés pour le fabriquer. Donc le PFOA, qui est aujourd'hui interdit, mais aussi ces milliers de remplaçants qu'on n'a pas suffisamment testés, et qu'on retrouve aujourd'hui dans l'environnement, ou parfois même dans les poêles. Bref, c'était pas vraiment une vidéo à charge. Et pourtant, dans les heures qu'on suivit, une vague de commentaires est arrivée. Des comptes avec les noms français les plus standards possibles, Amélie Fournier, Thomas Moulin, Victor Dubreuil, bref, on se serait cru dans un film OSS 117. Des photos de profil parfaites, trop parfaites, ce genre de visage sans aspérité qu'on reconnaît immédiatement quand on a déjà vu une image générée par IA. Et donc des commentaires du style « Informer sans dramatiser, la meilleure façon de protéger les consommateurs ». Personne écrit ça spontanément dans un commentaire sur TikTok. Personne d'humain en tout cas. Ce qui m'a frappé, c'est pas tant que c'était du lobbying, c'est que c'était du lobbying vraiment très maladroit. Surtout sur une vidéo aussi peu agressive sur le sujet. Quelqu'un, quelque part, une marque, un groupement d'intérêts lié à l'industrie des PFAS, je saurais probablement jamais qui exactement, a jugé utile de répondre à ça avec des bots. Et ça m'a donné envie de comprendre pourquoi. Donc aujourd'hui, c'est un peu différent d'habitude, et cette vidéo, c'est le résultat de ce travail. C'est quoi un PFAS? Vous en avez probablement déjà entendu parler, mais c'est quoi exactement? PFAS, c'est un acronyme pour substances per- et polyfluoroalkylées, ce qui vous dit probablement pas grand-chose. Donc voilà ce que ça signifie concrètement, c'est une famille de molécules construites autour d'une liaison carbone-fluor. Et cette liaison, c'est une des plus stables qui existent en chimie. Elle résiste à la chaleur, à l'eau, aux acides et aux graisses. Elle se dégrade pratiquement pas dans l'environnement. D'où leur surnom, les polluants éternels. Et on parle pas d'une seule ou deux molécules, on parle d'une famille de plus de 10 000 composés différents, synthétisés depuis les années 1940. Et c'est là que la plupart des contenus sur le sujet font une erreur qui, selon moi, fausse tout le débat, traiter les PFAS comme s'ils étaient tous identiques. Le PTFE, donc le téflon de votre poêle, c'est un PFAS. Le PFOA utilisé pour le fabriquer, et aujourd'hui interdit, c'est aussi un PFAS. Le Gen X, son remplaçant dont on va reparler, c'est un PFAS. Les composés qui contaminent l'eau potable près des sites industriels, c'est aussi des PFAS. Mais leur comportement, leur toxicité, leur capacité à s'accumuler dans les organismes, c'est radicalement différent d'une molécule à l'autre. Donc dire que les PFAS sont dangereux, c'est un peu comme dire que les médicaments sont dangereux. C'est vrai pour certains, à certaines doses et dans certains contextes, et complètement faux pour d'autres. Ce qui les relie tous, c'est cette liaison carbone-fluor indestructible. Ce qui les différencie, c'est tout le reste. Les PFAS dans la cuisine. Donc revenons à la cuisine, parce que c'est là que la plupart des gens ont entendu parler des PFAS pour la première fois, via les poêles anti-adhésives. Et sur ce point précis, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Le revêtement de votre poêle, en usage normal, c'est probablement pas votre problème principal. On va y revenir. Mais commençons par démêler ce qui se passe réellement. Le revêtement anti-adhésif de la grande majorité des poêles vendus en France, c'est du PTFE, polytétrafluoroéthylène, ou téflon. Téflon, c'est juste le nom commercial déposé par l'entreprise Dupont. Et le PTFE en lui-même, le produit fini dans votre poêle, il est chimiquement inerte, il réagit avec rien. Les différentes agences internationales de santé s'accordent là-dessus, même s'il est ingéré accidentellement, il traverse l'organisme sans interagir avec rien. La limite par contre c'est la température, parce que en dessous de 260 degrés le PTFE est stable, mais au-dessus de 260 degrés il commence à se décomposer et à libérer des fumées. Et ces fumées peuvent provoquer chez l'humain ce qu'on appelle la fièvre des polymères, donc des symptômes grippaux, fièvre, frissons, difficultés respiratoires, mais qui se résorbent en général en 24-48 heures. Donc c'est désagréable, mais c'est pas mortel. Pour les oiseaux domestiques, par contre, c'est fatal, parce que leur système respiratoire il est beaucoup plus sensible, et même des faibles concentrations de ces vapeurs peuvent les tuer rapidement par œdème pulmonaire. Donc si vous avez un perroquet ou des canaris, c'est vraiment une information à prendre au sérieux. 260 degrés, ça paraît élevé, mais une poêle vide laissée sur feu vif, elle peut atteindre cette température en quelques minutes à peine sur une plaque à induction. Donc le risque, il concerne principalement les préchauffages à vide ou les oublis sur le feu. Maintenant, le vrai problème, c'est pas le PTFE, c'est comment on le fabrique. Pour polymériser le PTFE et l'étaler uniformément sur une surface, les industriels utilisent des auxiliaires chimiques, des émulsifiants. Pendant des décennies, cet auxiliaire, c'était le PFOA. Et le PFOA, lui, il n'est pas inerte du tout. Il s'accumule dans les organismes, il persiste dans l'environnement, et il a été classé cancérigène groupe 1 par le Centre international de recherche sur le cancer en 2023. D'ailleurs, il est interdit en Europe depuis 2020. Donc quand vous voyez 100 PFOA sur une poêle aujourd'hui, c'est vrai. Mais c'est un peu comme se féliciter qu'il n'y ait plus de cocaïne dans le Coca-Cola ou d'amiante dans les murs. L'interdiction date d'il y a 5 ans, la question c'est par quoi on l'a remplacé? La réponse c'est par d'autres PFAS.
Les industriels se sont tournés vers plusieurs molécules, habilement renommées pour éviter tout amalgame, par exemple le Gen X, l'Adona, le F53B, et selon certaines sources, également le PFHXA. Ces auxiliaires sont censés disparaître lors du frittage à haute température, c'est exactement ce qu'on disait du PFOA. Or, que choisir à tester 8 poils antiadhésives en 2024 et à trouver 17 PFAS différents dans les revêtements. Pas dans les aliments, dans les revêtements. Ce qui signifie que les auxiliaires disparaissent parfois pas totalement à la fabrication. Sur leur toxicité, le Gen X, le plus documenté, il est présenté par l'industrie comme plus sûr parce que son temps de séjour dans l'organisme serait plus court, donc 1 jour contre 4 ans pour le PFOA. D'accord. Mais il se révèle tout aussi persistant dans l'eau, le sol et l'air, et partage certaines propriétés toxiques avec le PFOA. Pour les autres que j'ai cités tout à l'heure, les données toxicologiques restent très limitées, donc on ne sait pas. Donc la mention sans PFOA sur votre poêle, ça veut juste dire spécifiquement que le PFOA n'est plus là. Mais ça dit rien des auxiliaires alternatifs qu'on utilise à sa place. Et ça, évidemment, les marques n'en parlent pas. Et ce qu'on vient de dire sur les poêles, ça vaut exactement pareil pour les air fryers qui sont devenus omniprésents dans les cuisines. La grande majorité des modèles du marché ont des paniers avec un revêtement PTFE. Donc les mêmes questions sur les auxiliaires de fabrication s'appliquent exactement de la même façon. La seule nuance qui est propre au air fryer, c'est que les températures de cuisson restent en général bien en dessous des 260 degrés, donc le risque de dégradation thermique du PTFE est un peu plus faible qu'avec une poêle sur feu vif. Mais sur les auxiliaires de fabrication, le même flou demeure. En revanche, certaines marques ont fait un choix différent. Et justement, cette vidéo est sponsorisée par Cosori. Leur modèle d'air fryer Iconic Single prend le problème à la racine. Ce modèle de friteuse à air, il est fondamentalement différent de la plupart des air fryers sans PFAS sur le marché, puisque la principale différence, c'est que ce modèle, il est construit avec une structure en acier inoxydable. Et à l'exception d'un tout petit nombre de composants internes qui sont nécessaires pour l'électronique, il est composé à près de 97% de matériaux non plastiques. Et en plus de ça, le panier de cuisson, il est également doté d'un revêtement en céramique. Donc cette combinaison de structure en inox et revêtement céramique, ça signifie qu'il n'y a pas de téflon, pas d'auxiliaire de fabrication fluoré et aucun des problèmes associés à ça. Et au-delà de tout ça, ce qui m'a convaincu, c'est son efficacité. Au départ, je dois le dire, j'étais pas très air fryer, je voyais ça un peu comme un gadget de plus qui allait prendre de la place sur la cuisine. Et puis j'ai testé. Sur la plupart des utilisations, c'est vraiment plus rapide et plus efficace qu'un four classique. Ça donne de meilleurs résultats et avec une moins grande consommation d'électricité. J'ai fait du saumon et résultat, une surface un peu dorée, une chair fondante, tout ça en 10 minutes, préchauffage compris, sans surveillance. Et c'est logique, avec un espace de cuisson réduit et la technologie Turbo Blaze, donc un moteur d'essai avec un ventilateur à 5 vitesses qui s'adapte selon le mode de cuisson, la température monte très rapidement et de façon hyper homogène, ce qui permet des cuissons courtes et justes, avec donc un extérieur croustillant sans dessécher l'intérieur. Et avec 6,2 litres de capacité, c'est largement suffisant pour 2 à 3 personnes. Et tout ça sans s'inquiéter d'ingurgiter des PFAS à cause de son ustensile de cuisson. Le nettoyage aussi, il est très simple, le panier et la grille passent au lave-vaisselle sans problème, mais un simple coup d'éponge à la main suffit aussi largement, avec la tranquillité d'esprit en plus, puisqu'il n'y a pas de PFAS. Et la garantie 5 ans sur un marché où les appareils bas de gamme durent pas bien longtemps, c'est un argument plutôt sérieux. Si ça vous parle, j'ai mis le lien en description de la vidéo. Ensuite, le papier cuisson. Le papier cuisson classique, c'est du papier siliconé. Le principe, c'est qu'on met une couche de silicone alimentaire qu'on applique sur le papier pour lui donner des propriétés anti-adhésives et résistantes à la chaleur. Le silicone lui-même, c'est pas un PFAS, et un papier cuisson siliconé de qualité, utilisé dans les températures normales, c'est vraiment sans risque particulier. Le problème, c'est que certains fabricants ajoutent des PFAS en plus du silicone ou à sa place pour améliorer la résistance aux graisses. Et il n'existe aucune obligation d'étiquetage sur ce point en France aujourd'hui. Et quel type de PFAS on utilise pour le papier cuisson? Principalement des fluorotélomères, donc des composés différents du PFOA ou du PFOS, qui est aussi interdit, dont la toxicité directe est un peu moins documentée, mais qui peuvent se dégrader en d'autres PFAS persistants dans l'environnement. Donc c'est pas le même niveau de risque que le PFOA historique, mais c'est pas sans question non plus. En pratique, en dessous de 220 degrés, même sur un papier qui en contiendrait, la migration vers les aliments est plutôt réduite. Alors qu'au-dessus de 220 degrés, il y a des composés qui peuvent s'évaporer. Le vrai problème, c'est qu'on ne peut pas savoir quel papier en contiennent. Les grandes marques, distributeurs, Albal, etc. ne font aucune mention sur l'emballage. Donc le seul critère fiable, c'est s'il y a vraiment la mention explicite sans PFAS. Si elle n'est pas là, on ne sait pas, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Donc c'est une vraie lacune réglementaire. Maintenant, les emballages alimentaires. C'est une source souvent complètement ignorée et pourtant potentiellement significative. Les emballages alimentaires emportés, donc gobelets, sacs de popcorn, boîtes et plateaux de fast-food, ils ont souvent été testés positifs au PFAS, qu'ils soient en papier, bambou ou en plastique. Et la raison, c'est la même que pour le papier cuisson, c'est que les PFAS sont utilisés pour leurs propriétés imperméabilisantes aux graisses. Il faut savoir que la transition vers des emballages sans PFAS est en cours dans le secteur de la restauration rapide, poussée par la réglementation européenne qui va interdire les PFAS dans les matériaux en contact alimentaire à partir d'août 2026. Mais aujourd'hui,
Quand je tourne cette vidéo, en tout cas, c'est encore légal. Et ce que ça signifie concrètement, c'est que si vous mangez régulièrement des plats dans des boîtes en carton, type fast-food, plats emportés, sandwich industriels, bah vous avez une exposition potentielle non négligeable, et potentiellement plus significative que l'exposition simple à votre poêle en téflon. La contamination qu'on ne voit pas. Donc on vient de passer en revue les poêles, le papier cuisson, les emballages, et l'Autorité européenne de sécurité des aliments dit clairement que la contribution des ustensiles de cuisine à l'exposition humaine au PFAS est relativement mineure. Donc d'où viennent les PFAS qu'on ingère vraiment? Et la réponse, elle est dans votre assiette, ou dans votre verre. Enfin, pas dans la céramique de l'assiette ou le verre du verre, hein, mais dans ceux qui contiennent. Vous m'avez compris. Et plus précisément via la chaîne alimentaire. Les PFAS entrent dans notre alimentation par plusieurs voies. La première, c'est la contamination des sols et des eaux autour des sites industriels. Les plantes absorbent les PFAS via leurs racines, et selon le type de PFAS, ils vont pas au même endroit dans la plante. Les PFAS à chaîne longue restent plutôt dans les racines, les PFAS à chaîne courte remontent dans les feuilles, les fruits et les graines. Les animaux d'élevage ingèrent ces PFAS via l'eau et les pâtures, ils s'accumulent dans le sang et le foie et se transfèrent dans le lait et les œufs. La deuxième voie, c'est la voie aquatique. Les PFAS se concentrent dans les organismes marins, et cette concentration s'amplifie à chaque échelon de la chaîne alimentaire, c'est ce qu'on appelle la biomagnification. Un grand poisson prédateur accumule les PFAS de tous les poissons qu'il a mangés, qui avaient eux-mêmes accumulé ceux des organismes inférieurs. La troisième voie, c'est celle dont on parle le moins, les boues d'épuration. Donc les stations d'épuration traitent toutes les eaux usées, domestiques et industrielles, et les PFAS qu'elles contiennent se concentrent dans les boues qui sont produites. Et ces boues sont ensuite épandues comme engrais dans des terres agricoles, et ce qui fait qu'en février 2026, il y a une dépêche AFP qui révélait que les boues contaminées au PFAS sont aussi épandues sur plusieurs milliers d'hectares de terres agricoles en France. Les PFAS entrent dans les sols, absorbés par les plantes, y compris les céréales, dont le blé, qui accumule les PFAS dans ses grains via les sols et les eaux d'irrigation. Et la quatrième voie, qui est la plus inattendue peut-être, c'est certains pesticides eux-mêmes qui contiennent des PFAS. Génération Future a documenté que leurs résidus se retrouvent de façon croissante dans les fruits et les légumes européens. Et il y a un paradoxe réglementaire parce que les pesticides PFAS ne sont pas couverts par la restriction européenne sur les PFAS. Ils passent entre les mailles du filet. Donc pour résumer, les produits animaux, c'est ce qu'il y a de plus contaminé, parce que la biomagnification amplifie les concentrations à chaque échelon, mais les végétaux sont pas en reste, parce que les légumes, les fruits et les céréales peuvent contenir des PFAS via les sols, l'eau d'irrigation, les boues d'épuration ou les pesticides. C'est juste généralement à des niveaux plus faibles que les produits animaux. Analyse concrète mesurée sur des aliments vendus en France par Génération Future, au moins un PFAS parmi les 4 réglementés a été retrouvé dans 14% des viandes testées, 23% des laits, 27% des crustacés, 39% des œufs, 55% des abats et des mollusques, et 69% des poissons. En ce qui concerne les végétaux, ils n'ont pas encore été tous systématiquement testés dans le même cadre. Ensuite, l'eau potable. C'est probablement la source d'exposition la plus directe et la moins connue du grand public. Et pour cause, parce que la surveillance des PFAS dans l'eau potable en France, elle est devenue obligatoire qu'au 1er janvier 2026. Prenez une seconde pour réaliser ce que ça veut dire. Jusqu'à il y a quelques mois, personne n'était légalement tenu de vérifier si votre eau du robinet contenait des polluants éternels. Bon, ça a quand même été fait ponctuellement, hein, et à fin 2025, sur les 23 300 et quelques réseaux d'eau potable recensés en France, seulement 8 800 et quelques avaient fait l'objet de contrôles PFAS, soit moins de 40%. Et les autres, bah, on sait pas. Et parmi ces réseaux testés, 24 dépassaient la norme réglementaire de 0,1 microgramme par litre, soit 0,27% des réseaux analysés. Donc ce chiffre, il est à lire avec prudence dans les deux sens, ce qui est probablement sous-estimé puisque 60% des réseaux n'étaient pas encore testés, mais pas de quoi conclure non plus à une catastrophe généralisée. Les zones les plus touchées, c'est celles qui concentrent des industries chimiques, donc les Ardennes, où la consommation d'eau du robinet a été interdite dans une douzaine de communes, aussi la région lyonnaise qui est impactée par des décennies d'industrie chimique, on va d'ailleurs en reparler dans un moment. Et il existe un outil cartographique du BRGM, le Service géologique national, qui est accessible gratuitement en ligne, qui permet de consulter les résultats d'analyse sur l'ensemble du territoire. Je mets le lien en description. Donc si vous ne savez pas d'où vient votre eau, c'est la première chose à vérifier. Le seuil de sécurité est ce qui signifie. Le FSA a fixé une dose hebdomadaire tolérable de 4,4 nanogrammes par kilogramme de poids corporel pour la somme de 4 PFAS principaux. Ce seuil il a été établi à partir d'études épidémiologiques sur les enfants. C'est en fait la dose la plus faible à laquelle un effet a été observé de façon documentée, en l'occurrence une diminution de la réponse vaccinale. En dessous de ce seuil, a priori, aucun effet n'a été détecté dans les études disponibles. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ça veut dire qu'on ne les a pas mesurés. Les personnes les plus exposées, c'est celles qui combinent eau contaminée, consommation fréquente de poissons prédateurs et d'abats. Eux, ils dépassent déjà le seuil fixé par le FSA. Et c'est pas des cas marginaux, on parle d'environ 1 personne sur 20 en Europe. Et chez les nourrissons, le dépassement peut atteindre un facteur 21, principalement via l'allaitement qui va concentrer les PFAS accumulés par la mère. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout arrêter ? Non, je pense que le poisson, ça reste une excellente source d'oméga 3, les légumes, ça reste bon pour nous,
Le problème des PFAS, ça remet pas en question l'intérêt nutritionnel de ces aliments, ça rappelle juste que l'exposition est diffuse, cumulative, et que l'enjeu c'est de la réduire globalement, pas de supprimer les aliments un par un. Ce qui est utile, c'est de savoir d'où vient notre eau, varier les sources de poissons plutôt que de consommer systématiquement les mêmes grands prédateurs, et avoir conscience que la vraie question c'est pas est-ce que ma poêle est dangereuse, c'est pourquoi nos sols, nos eaux et notre chaîne alimentaire sont contaminés depuis des décennies, et qui est responsable. Et ça c'est la partie suivante. La loi et le lobbying. Donc maintenant on sait d'où viennent les PFAS dans notre alimentation. Mais il y a une question qui reste entière. Si tout ça est documenté, si les agences sanitaires le savent, si les scientifiques le savent, pourquoi est-ce qu'on en est encore là? La réponse en partie elle est politique, et elle a une histoire. Pour comprendre pourquoi on en est là, il faut remonter à la source, littéralement. Le PTFE, donc le téflon, a été inventé en 1938 par DuPont, un géant de la chimie américain. Le nom il a peut-être une consonance française, mais c'est bien une entreprise américaine. C'est DuPont qui a développé et fourni pendant des décennies le PFOA utilisé comme auxiliaire de fabrication. Et ce qu'on sait aujourd'hui, grâce à des décennies de procès aux États-Unis, c'est que DuPont savait. Dès les années 1960, leur propre laboratoire interne avait documenté des effets toxiques du PFOA sur les animaux. Dans les années 80, des études internes montraient des liens avec les cancers. Ces résultats n'ont pas été transmis aux régulateurs, ni aux travailleurs, ni au public. DuPont a finalement été condamné et a versé plus de 600 millions de dollars à environ 70 000 personnes contaminées aux États-Unis. C'est cette histoire qui a inspiré le film Dark Waters, sorti en 2019. Si jamais vous l'avez pas vu, je recommande. Dans ce contexte, tous les fabricants mondiaux de poêles anti-adhésives utilisaient du PFOA fourni par DuPont, c'était la norme industrielle. La dangerosité de cette molécule était connue de son fabricant, mais pas nécessairement de ses utilisateurs industriels. L'entreprise Tefal, comme les autres, utilisait du PFOA sur son site de production de Rumilly en Haute-Savoie. Pendant des décennies, ce PFOA s'est donc déposé dans les sols, les rivières et les nappes phréatiques autour du site. Des analyses du Service géologique national ont confirmé l'impact du site sur les eaux souterraines de la zone. Tefal a arrêté d'utiliser le PFOA en 2012, donc 8 ans avant son interdiction européenne en 2020, et c'est pas anodin, c'est probablement la conséquence de la pression réglementaire américaine qui se dessinait depuis les procès contre DuPont, donc pour anticiper les changements de réglementation potentiels en Europe. En 2022, des filtres à charbon actif ont dû être installés pour éliminer le PFOA de l'eau potable distribuée aux habitants de Rumilly. Ces filtres sont financés par les collectivités locales et l'État, c'est-à-dire par les contribuables, et Tefal a pris en charge l'équivalent d'une seule année de fonctionnement. Donc au regard de la durée de contamination, c'est une contribution qui peut paraître un peu légère. En février 2025, la France a voté une loi visant à protéger la population des risques liés aux PFAS. C'est une avancée réelle, la France est devenue le premier pays européen à interdire les PFAS dans plusieurs produits du quotidien à partir de janvier 2026. Mais dans le texte initial, les ustensiles de cuisine étaient inclus à la loi. Les poêles anti-adhésives, les casseroles, tout ce qui contient du PTFE et ses auxiliaires devaient être concernés. Et ils ont été sortis du texte, par amendement à une courte majorité. L'auteur de la loi d'ailleurs a publiquement dénoncé le lobbying de l'industrie. Je vous laisse faire le lien avec les vagues de commentaires écrits par IA sur ma propre vidéo. D'ailleurs je suis curieux de voir si on verra la même chose sur celle-là. Mais il y a quelque chose de plus structurel derrière tout ça qui dépasse ce cas précis. Le système réglementaire européen fonctionne sur un principe. On évalue les substances une par une, on interdit quand la preuve de danger est suffisante, et le problème c'est que cette preuve elle peut mettre 20, 30 ans à être constituée. Des études épidémiologiques, suivies de cohortes, méta-analyses, etc. Pendant tout ce temps, la substance elle est déjà partout. On a interdit le PFOA en 2020 après des décennies de contamination documentée. Et alors même que son fabricant historique le savait pendant 40 ans. Le remplaçant direct du PFOA, il est jugé aussi problématique par l'EPA américaine. Et les remplaçants du remplaçant sont à peine en cours d'étude. Donc on court structurellement derrière des molécules qu'on a déjà répandues avant même de comprendre ce qu'elles font. Et pendant ce temps, quand une loi tente de couper court à ce cycle, le lobbying industriel obtient des exemptions. Bon, les revêtements des poêles, on l'a vu, c'est une source d'exposition mineure. Mais ça reste un problème environnemental et éthique réel, parce qu'on fabrique des millions de poêles avec des auxiliaires chimiques dont on ne connaît pas encore tous les effets, donc c'est pas anodin, même si c'est pas là que se joue l'essentiel. Que faire concrètement? Donc on a fait le tour, les PFAS sont partout, le système réglementaire court derrière, et le lobbying freine les lois. Est-ce qu'on est condamné à subir? Je pense que non, mais il faut hiérarchiser, parce que toutes les actions ne se valent pas, et certaines sont franchement du théâtre. D'abord, la première chose utile, c'est de savoir d'où vient votre eau. Je vous ai évoqué l'outil en ligne cartographique qui recense les analyses PFAS sur tout le territoire. Je répète, mais je mets le lien en description. Si vous êtes dans une zone contaminée, un filtre à charbon actif ou à osmose inverse, ça va éliminer efficacement les PFAS de l'eau du robinet. C'est pas une dépense anodine, mais c'est de loin l'action la plus concrète que vous pouvez prendre individuellement. La deuxième, c'est de varier les sources de protéines animales, sans forcément les supprimer. Manger du thon tous les jours, c'est pas la même chose qu'en manger une fois par semaine. Les grands poissons prédateurs, donc le thon, l'espadon, le saumon d'élevage intensif, ils vont concentrer plus de PFAS que les petits poissons.
et les abats, notamment le foie, également. L'important, comme souvent, c'est la modération et la variété. La troisième, c'est le papier cuisson, donc cherchez la mention sans PFAS sur l'emballage, même si c'est vrai que c'est rare. Ne pas dépasser 220 degrés ou passer à une alternative, par exemple un tapis de cuisson en silicone de qualité ou une plaque en inox toute simple. C'est pas révolutionnaire, mais c'est pas compliqué. Bon, maintenant ce qui est un peu du théâtre. Jetez votre poêle anti-adhésive en bon état immédiatement, je vois pas trop l'utilité. Une poêle en PTFE non rayée, utilisée à température normale, c'est une source d'exposition a priori nul ou mineur. Donc le PTFE lui-même, il n'est pas toxique, je le répète, la crainte étant sur les résidus de fabrication avec des auxiliaires dont on ne sait pas grand-chose. C'est là que le risque existe. Et même là, le degré d'exposition est largement moindre par rapport à tout ce qu'on vient de dire avant. Et du coup, soyons honnêtes, l'essentiel de la contamination au PFAS se résout pas à l'échelle individuelle. Les sols agricoles contaminés, les boues d'épuration épandus sur les champs, les nappes phréatiques autour des sites industriels, c'est pas des problèmes qu'on règle en changeant de poêle ou en achetant différemment. C'est des problèmes qui demandent des lois plus complètes, une surveillance obligatoire de l'eau potable qui n'attend pas 2026, et un système réglementaire capable d'évaluer les molécules plus vite que l'industrie ne les répand. Et donc au milieu de tout ça, votre poêle, c'est probablement pas votre problème principal. Ce que j'espère que vous retenez de cette vidéo, c'est pas une liste de choses à bannir de votre cuisine, c'est plutôt le fait que ce sujet est mal posé dans le débat public, volontairement ou non. Et comprendre où se situe vraiment le problème, c'est déjà une façon de pas se faire balader. Bon, ce format est un peu nouveau pour moi et j'ai probablement quelques angles morts. Si vous avez des éléments à rajouter ou des corrections à faire, la section commentaires est là pour ça. Et si vous avez envie que je creuse d'autres sujets dans ce genre-là, un produit, une pratique, un ingrédient, dites-le moi, ça m'aidera à savoir si ce format vous intéresse. Et si c'est le cas, abonnez-vous pour pas rater la suite.